Mesdames, Messieurs, mes sœurs, mes frères, bonsoir et merci d'être nombreux ce soir pour cette manifestation organisée par la Grande Loge de France. Le journaliste ou les 2 ou 3 journalistes que nous avons rencontrés tout à l'heure pour faire un point rapide nous a demandé si ce soir nous allions mettre des chapeaux pointus comme d'habitude. Eh bien écoutez, ils ont été déçus d'apprendre que nous ne mettons en réalité jamais de chapeaux pointus et que les seuls décors rituels que les maçons mettent à l'occasion de leur tenue rituelle, ce sont des tabliers et des sautoirs. Pourquoi le faisons-nous ? Tout simplement pour rester fidèles à une tradition qui est la nôtre depuis environ 3 siècles et demi à 4 siècles. On peut évidemment échanger dans des tenues maçonniques sans forcément mettre de tablier et de sautoir, mais nous le faisons parce que nous voulons savoir que nous avons des racines et nous ne voulons pas les oublier. Ensuite, les questions que nous évoquons, elles sont de 2 natures. Alors, je souhaite avant tout remercier une fois encore Monsieur le maire de Nancy, qui ne peut pas être avec nous, mais qui nous reçoit dans ces locaux magnifiques. Et nous avons eu l'occasion d'organiser déjà, il y a maintenant 4 ans, c'était en janvier 2009, une manifestation similaire. Et certains d'entre vous qui étaient présents se souviennent peut-être que nous avions à cette occasion traité le thème des dialogues nécessaires, nous semble-t-il, entre les différentes religions et les spiritualités, entre les gens qui ont la foi et les gens qui n'ont pas la foi, considérant que le vivre ensemble doit transversalement traverser toutes ses convictions et ses opinions de façon à épanouir et s'épanouir et permettre à chacun d'accomplir le projet de vie qui est le sien en respectant les croyances et les foi des autres. Il y avait à cette tribune un bouddhiste, un catholique, un juif, un musulman. Il y avait un agnostique, c'était moi, car on peut être grand maître de la Grande Loge de France et être agnostique. Ce soir, nous réunissons des scientifiques de très haut niveau et des experts dans leur domaine, internationalement reconnus, que sont, je vais les présenter rapidement, Pascal Pic, qui se trouve à ma gauche, qui est paléoanthropologue, qui a été l'élève puis le collaborateur d'Yves Coppens, et qui est maître de conférence en paléoanthropologie au Collège de France, qui est une des instances universitaires parmi les plus prestigieuses de la République, puisque le Collège de France a été créé par la suite du Collège des lecteurs royaux, je crois, de Guillaume Budet, c'est bien ça, donc c'est l'épanouissement de la Renaissance française. À ma droite, Jacques Arnoux, qui est à la fois scientifique et théologien, doctorat d'histoire des sciences, doctorat de théologie et également un diplôme d'ingénieur, agronome. Et même forestier de Nancy. Et même forestier de Nancy, d'accord. Et qui est aujourd'hui chargé de mission au Centre national d'études spatiales pour les questions d'éthique. Et ça signifie que quand on est ingénieur agronome, on termine au Centre national d'études spatiales. C'est tout à fait normal. Et puis, à l'extrême gauche, alors vous voyez dans extrême gauche aucune allusion politique quelconque, le grand maître actuel de la Grande Loge de France, qui m'a succédé, puisque j'ai présidé cette obédience de 2006 à 2009, et je suis également heureux de l'accueillir. Nous nous voyons en revanche très souvent, et notre dernière rencontre remonte à samedi dernier, je crois, il y a quelques jours, 4 ou 5 jours maintenant, et c'était dans le Jura. Donc les questions qui nous intéressent ce soir sont les suivantes. De l'homme à l'humain, je vous prie de m'excuser parce que j'ai un peu le bazar dans mes papiers, de l'homme à l'humain et de l'humanisme au transhumanisme, et puis la question des relations entre la science et la foi religieuse, ou les sciences et la foi religieuse. Je me dois de préciser que la Grande Loge de France, et le grand maître nous en parlera peut-être de manière un peu plus approfondie tout à l'heure, déploie son action en 2 volets. Il y a un volet initiatique. Ce volet initiatique, c'est celui que l'on retrouve dans la pratique de nos tenues rituelles, et ces pratiques par nature sont forcément discrètes. C'est le travail que nous faisons en tant qu'initiés d'une loge de la Grande Loge de France. Et puis il y a un volet culturel, et ce volet culturel ressemble à ce que nous voyons ce soir, c'est l'expression publique de la Grande Loge de France, c'est ce qu'on pourrait appeler l'extériorisation de la Grande Loge de France, c'est la question des valeurs, des centres d'intérêt, des questions que nous nous posons et des relations avec le monde dit profane. Lorsque je dis profane, ça n'a évidemment rien de disqualifiant, c'est simplement pour faire la différence entre le profane et le sacré initiatique que nous pratiquons dans nos loges. La Grande Loge de France comprend un certain nombre de commissions d'éthique, commission des droits de l'homme, elle organise régulièrement des rencontres et elle a
une prochaine rencontre organisée le 6 avril prochain, Palais Brognard, grand maître. Palais Brognard, sur l'Europe, oui, absolument. C'est une question qui nous... Sur l'Europe et l'avenir de l'Europe. Voilà. C'est l'avenir de l'Europe qui nous inquiète, de l'Union plutôt européenne. Qui nous manifestation ouverte au public, hein, bien absolument. entendu. Alors, dans le cadre de ces rencontres, la Grande Loge de France, outre les personnalités qui sont présentes ce soir, a rencontré d'autres personnalités. Je vais les citer très rapidement, je les ai sous les yeux parce que je n'ai pas trop de mémoire et donc je préfère noter. Luc Ferry, Comte Sponville, Edgar Morin, Jacques Attali, Robert Badinter, Éric de Montgolfier, Jean-Claude Guibault, Régis Debray, que nous connaissons bien, Alexandre Adler, Caroline Fourest, grand défenseur de la laïcité, Dounia Bouzard également, grand défenseur de la laïcité, Jean-Pierre Levade, Beate et Serge Klarsfeld, Monique Castillo, que vous connaissez je pense également, et puis Pascal Pic, Jacques Arnoux. J'en ai oublié un certain nombre et je les prie de m'excuser. Alors, de l'homme à l'humain, de l'humanisme au transhumanisme, et les relations entre la science et la foi. Très rapidement, l'humanisme, qu'est-ce que nous entendons par cela ? 1. Les maçons ne sont pas les inventeurs de l'humanisme. L'humanisme a une histoire. L'humanisme, ça démarre à la Renaissance, mais c'est une histoire antérieure parce qu'il y a déjà, en quelque sorte, on pose les prolégomènes ou les fondamentaux de l'humanisme déjà chez les Grecs, les stoïciens, qui considèrent que l'être humain n'est pas seulement le citoyen de sa cité, mais qu'il est également le citoyen d'un monde plus vaste, le cosmos, un cosmos harmonieux, un cosmos ordonné, et d'ailleurs, ce cosmos harmonieux et ordonné doit servir de modèle pour chaque être humain de manière à accomplir son destin. Autrement dit, c'est en se rapprochant de cette beauté, de cette harmonie, que l'homme se réalisera naturellement. Il nous reste de l'idée de cosmos, l'idée aujourd'hui de cosmétique, donc le renvoi vers la beauté et l'harmonie. Puis il y a un humanisme chrétien, un peu paradoxal, mais il y a un humanisme chrétien, considéré, judéo-chrétien même, considérer que l'être humain est une part de l'étincelle universelle, c'est d'une certaine manière lui donner un statut, le statut de personne, qu'il n'a pas forcément dans l'histoire antérieure. Et par conséquent, cet humanisme chrétien qui considère chaque être humain comme une part de l'étincelle divine, donne à l'être humain individuel le statut de personne. Je parlais d'un paradoxe. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le judéo-christianisme, par définition, est plutôt centré sur le divin, alors que l'humanisme, c'est un centrage sur l'humain. L'humanisme, c'est quoi ? C'est un ensemble de prises de position philosophiques ou morales qui consiste à mettre l'être humain au centre d'un projet de construction, considérant que cet être humain a une dignité et que cette dignité fait de lui une source de sens et de valeur. Alors ces propositions sont discutables et je pense qu'elles seront discutées tout à l'heure, mais c'est la proposition que je mets dans notre projet d'échange commun. Et puis à l'humanisme qui s'épanouit à la Renaissance. Celui-là est formidablement marqué d'ailleurs par la culture judéo-chrétienne, car Pic de la Mirandole, car Guillaume Budet, que je citais tout à l'heure, car Erasme sont des hommes passionnément attachés à leurs origines et à leurs racines chrétiennes. La valeur de l'être humain pour cet humanisme-là lui vient en quelque sorte de l'élan ascendant de son intelligence et de son esprit qui le pousse à se réaliser le plus possible pour accomplir le potentiel d'humanité que chacun porte au fond de soi. L'humanité, c'est pas seulement une espèce, genre hominidé, alors là je vais me faire corriger par Pascal Pic, ou genre primate, c'est pas seulement un genre et une espèce humaine, mais c'est également une tension, un idéal, une volonté. Et par conséquent, il s'agit de bâtir, d'accomplir cette volonté et de tendre vers cet idéal. Donc ces hommes comme Erasme est l'auteur, par exemple, d'un ouvrage sur l'éducation des jeunes enfants. Et une des formules qu'il utilise dans son ouvrage, c'est la suivante: l'homme ne naît pas homme, il se fabrique tel. J'utilise ses propres termes, il se fabrique tel. Donc ça renvoie à une des questions qui sera traitée par notre invité tout à l'heure. Et puis il y a l'humanisme des hommes et des femmes du XVIIIe siècle, un humanisme qui est marqué par l'optimisme rationaliste des Lumières, un humanisme qui a une foi presque religieuse dans la raison universelle et l'universalité de la raison, suite au discours de la méthode de Descartes, qui remonte au milieu du XVIIe siècle, 1647 ou 37, je ne sais plus exactement, et je n'étais pas né. Et donc cet humanisme-là s'épanouit, et il va, d'une certaine manière, s'épanouir sur ces deux axes, foi dans la raison universelle et foi dans un progrès infini
des sciences et des techniques, qui seront chargés de donner aux êtres humains à la fois le confort et le bonheur, ce qui est un peu paradoxal en soi aussi, et en quelque sorte, pour ces hommes et ces femmes du XVIIIe, qui ont commis une petite erreur, mais nous l'aurions commise aussi, le progrès de la science devait appeler de façon quasi mécanique un progrès de la conscience morale. Alors là, on a enregistré des déceptions, hein, parce que si le progrès de la science et de la technologie est un progrès cumulatif, on ne revient jamais en arrière dans ce domaine. Le progrès de la conscience morale est marqué par des régressions absolument terrifiantes et il suffit d'ouvrir sa télé tous les soirs à 20h pour s'en rendre compte. En résumé, sur l'humanisme. Affirmation d'un certain nombre de valeurs, revendication d'une égale dignité pour tous les êtres humains, revendication d'un respect qui leur est dû et d'une bienveillance que nous leur devons pour la seule et simple raison qu'ils sont nos frères et sœurs en humanité. Vous voyez, ça peut dériver assez rapidement vers une sorte de forme pathologique du genre humanisme larmoyant des bons sentiments. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On sait que la réalité de l'être humain est beaucoup plus complexe. Alors, pour finir, un mot sur le transhumanisme. Alors cet humanisme-là nous rassemble. Il nous rassemble, les maçons se mobilisent pour la promotion de ces valeurs, ils ne sont pas les seuls à les défendre. Il y a d'autres écoles de pensée, il y a des religions qui défendent des positions, il y a des prises de position morales et scientifiques et philosophiques qui défendent également ces valeurs. Pourquoi en parler de cette façon? Eh bien parce que cet humanisme qui nous semble aller de soi peut être éventuellement menacé. Menacé non pas par les barbaries politiques que le début du XXe siècle a connues, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'extermination à grande échelle d'hommes, de femmes et d'enfants au seul motif qu'ils n'étaient pas du bon côté de la classe sociale ou de la race ou de la religion. Mais nous sommes peut-être aujourd'hui, je dis peut-être, nous sommes peut-être aujourd'hui menacés par une autre barbarie, j'utilise le terme de façon peut-être un peu provocante, mais ça permettra de susciter le débat, qui est ou qui serait une barbarie technologique. Qu'est-ce que la barbarie technologique? La barbarie technologique, c'est quelque chose qui se manifeste dans le champ de la pensée humaine, religion, science, philosophie, c'est quelque chose qui se manifeste dans le champ de la pensée humaine lorsque la pensée et la mise en œuvre de la technique devient une valeur supérieure à la pensée de l'être humain. Eh bien, je voudrais, pour mettre en évidence le fait qu'une certaine barbarie technologique pourrait éventuellement nous toucher, en vous lisant un article de la Déclaration transhumaniste, car il existe, vous le savez peut-être, une association transhumaniste mondiale, dont on peut trouver, le site sur tous les bons moteurs de recherche, Association transhumaniste mondiale, qui rassemble un certain nombre de grands scientifiques, de penseurs éminents, d'Oxford, de Cambridge, etc., etc. Par conséquent, des gens qui, lorsqu'ils prennent la parole, ont l'autorité de la blouse blanche. Autrement dit, quand ils prennent la parole, ça pèse son poids parce que ce sont des universitaires de haut niveau et reconnus dans leur domaine d'expertise. Article 4 de la Déclaration transhumaniste. Les transhumanistes prônent le droit moral de ceux qui le désirent de se servir de la technologie pour accroître leurs capacités physiques et mentales. Ça ne mange pas trop de pain et il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Capacité physique, oui, bon, on sautera de 4,50 m sans perche au lieu de sauter à 2,60 m. Voilà. Capacité mentale, nous augmenterons les capacités de notre mémoire. Pour ce qui me concerne, je signe tout de suite. En revanche, accroître les capacités physiques, mentales ou reproductives, là, ça pose quand même un autre problème et ce sera intéressant d'entendre à la fois le scientifique et homme de foi qui m'entoure pour savoir ce qu'il pense de cette question. Capacité physique, mentale ou reproductive et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Il y a là une déclaration qui, de manière très manifeste, annonce une irruption dans quelque chose qui, jusqu'alors, semblait être un domaine protégé, en quelque sorte. On veut se mettre à la place de Dieu. J'en parle à l'aise, puisque, encore une fois, je suis, moi, agnostique. Et par conséquent, il n'y a aucun enjeu pour moi dans cette question. En revanche, je pense que, sur le plan de l'irruption de la technologie dans le bios, dans le vivant, dans la vie elle-même,
là ça pose un vrai problème. Et par conséquent, c'est en arrière-plan ce que je voudrais mettre dans les échanges que nous allons avoir avec Pascal Pic, avec Jacques Arnoux et avec le grand maître de la Grande Loge de France. Et je vais me tourner d'abord vers Pascal Pic, qui est un spécialiste reconnu, je l'ai déjà dit, de paléoanthropologie et qui a produit un certain nombre d'ouvrages dont quelques-uns sont en vente tout à l'heure. Pascal Pic, vous défendez dans vos ouvrages l'idée que passer de l'homme à l'humain, c'est passer de l'espèce humaine à un fait non plus naturel mais culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu ? Il se trouve que je suis, et ça a été dit, l'élève d'un monsieur qui est bien connu ici, qui s'appelle Yves Coppens. Et auparavant, j'étais justement dans les domaines de la technologie. J'ai un bac scientifique et technique, je me destinais à être ingénieur, je fais de la physique théorique, et là, il y a une histoire de femme, elle s'appelle Lucie, et j'ai craqué. Elle était relativement âgée quand même. Hein. Je débutais, mon ami, donc... Et là, je rencontre Yves Coppens, justement, qui a accepté que je puisse rejoindre son équipe, pensant qu'effectivement, je pouvais apporter une approche nouvelle, en tout cas, d'apporter quelque chose, par la différence de ma formation, dans cet ensemble interdisciplinaire qui s'appelle donc la paléoanthropologie. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que j'arrive dans ce domaine-là, et on ne cesse de me dire « l'homme descend du singe ». Et au bout d'un moment, je leur ai dit « mais c'est qui ce singe ?» J'aimerais bien qu'on m'en parle un petit peu tout de même. C'est qui ces singes ? Et depuis cette époque-là, je me suis aperçu qu'en définitive, on manipule des concepts sans savoir ce qu'il y a derrière. On dit « l'homme descend du singe ». En ce moment, ça se passe très mal avec les philosophes, avec l'animal. C'est pareil. Je vous défie de trouver une définition de l'animal chez les philosophes qui parlent d'animalité. Il n'y a aucun critère. La définition de l'animal est ce que l'homme n'est pas. Donc, dans tous les domaines de la pensée du monde occidental, c'est-à-dire celui qui est né autour du bassin méditerranéen, il y a un postulat sur la position de l'homme en rapport avec le cosmos, et il est détaché, après 2500 ans de tradition philosophique, certainement plus ancienne, qui remonte à nos croyances fondamentales, en tout cas à nos ontologies fondamentales, qu'on appelle le naturalisme en philosophie et en anthropologie culturelle, qui distingue l'homme de l'animal, la culture de la nature, l'inné de l'acquis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un film qui passe sur les écrans, comme en ce moment sur les chimpanzés, tout de suite le bon prétexte, c'est Walt Disney, comme ça on ne va pas y aller. Alors je rappelle que chez Walt Disney Productions, il y a tout un département qui s'occupe de nature, et j'étais effaré de constater qu'à chaque fois, les philosophes, sans même aller voir le film, enfin une grande partie des philosophes, notamment en France, continuent à dire quand un chimpanzé utilise des outils, c'est l'anthropomorphisme. Ça veut dire que les chimpanzés utilisent des outils parce qu'ils sont des chimpanzés. Voilà, dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que s'ils ont des cultures, s'ils ont de l'empathie, s'ils ont des sentiments, s'ils font de la politique, mon dernier livre est sur la politique, et d'ailleurs 1 an avant l'élection présidentielle, j'avais prévu sur les comportements qui allaient être élus, c'est redoutable. Eh bien, en fait, je constate assez rapidement qu'il y avait une identification, un réductionnisme entre l'espèce humaine et les notions d'humain. Or, Homo sapiens, ça se définit biologiquement, mais, au risque de vous surprendre, mesdames et messieurs, entre Charles Linné, en 1758, qui nous donne notre nom d'Homo sapiens, le nom scientifique, et les années 1990, nous n'avions pas de définition scientifique qui nous permettait de dire, avec ce fossile, nous avons un homme ou un australopithèque. Donc, nous avons véhiculé dans le champ des sciences un bagage qui faisait une confusion en ce qui était de l'ordre de l'humain, concept philosophique et théologique avec toutes ces variations, et le concept biologique d'homme. Mais avec des conséquences lourdes, extrêmement lourdes.
qui font que lorsqu'on parle des hommes dits modernes, c'est vous et moi et tous ceux qui sont sur la Terre, actuellement nous sommes 7 milliards, et de l'homme de Néandertal, qui était notre contemporain ici. Je rappelle que nous venons d'Afrique, et Néandertal était installé en Europe, bien avant nous, les Homo sapiens. Eh bien, j'étais complètement effaré de constater qu'on ne cessait pas de déshumaniser, en tout cas de nier toute attitude de type humaine, c'est-à-dire culturelle, spirituelle, pour les hommes de Néandertal. C'est tellement ancré, mesdames et messieurs, dans notre imaginaire, qu'une amie qui s'appelle Elisabeth Dénès, quand vous voyez aujourd'hui un ouvrage ou une revue qui présente des reconstitutions d'hommes et de femmes préhistoriques, c'est fait par elle. Eh bien, dès qu'elle veut faire une reconstitution de l'homme de Néandertal, bien peigné, maquillé, avec de beaux vêtements, même dans les musées, on dit « Ah non, ils n'étaient pas comme ça, forcément, ils étaient moches ». Donc, elle ne peut pas présenter un homme de Néandertal avec des caractéristiques qu'on attribue, excusez-moi, à nous. Et je vais revenir sur Lévi-Strauss, vous verrez qu'on trouve un parallèle assez extraordinaire. Donc, quand je suis arrivé dans ce domaine-là, évidemment, ce n'était pas mes préoccupations. J'avais une thèse, j'avais un sujet, et je suis allé aux États-Unis, et c'est à cette époque-là que commencent à apparaître les premiers articles et ouvrages de synthèse sur l'étude du comportement des singes et des grands singes, ce qu'on appelle l'éthologie, et je rappelle qu'ethos, c'est l'étymologie de mœurs, donc de comportement, mais aussi, mesdames et messieurs, d'éthique. D'éthique. Et à partir de là, on commence à s'apercevoir que tout ce qui avait été dit sur le propre de l'homme, comme l'homme c'est l'outil, parce que ça pour nous, les outils ça se voit dans les couches archéologiques, eh bien, en fait, si on avait un outil, c'était un homme. Donc nous n'avions même pas d'analyse sur le squelette en tant que tel. C'est parce qu'on considérait que l'outil et ce qui est consécutif, donc derrière la culture, était considéré comme le propre de l'homme, eh bien forcément c'était un homme. C'est comme ça qu'en 1964, on était drôlement embêtés d'ailleurs. 1964. 1964, oui. Donc on découvre, se disant, le premier homme qu'on appelle Homo habilis en Afrique. Mais l'histoire est un peu plus complexe. C'est qu'en définitive, on a mis beaucoup de temps à aller chercher nos origines en Afrique. Aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un leitmotiv. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Mais je peux vous dire que pendant un siècle, on a tout fait pour pas que ce soit l'Afrique. Mais nos origines sont africaines. Ben maintenant, oui. Mais à cause de postulats qui considéraient que seuls nous, les Occidentaux, j'y viendrai, ce qu'on appelle l'humanisme bourgeois, selon Claude Lévi-Strauss, réservé aux mâles blancs des classes supérieures, on ne voulait pas qu'on vienne des Noirs. Ah, Lucie, c'est pas un mâle blanc des classes supérieures. Hein. Non, mais Lucie, c'est un australopithèque. Mais il n'a rien compris. Mais les origines de l'homme, de la lignée humaine, ou du genre homo, ou de notre espèce même. Hein, tout ça est sur la... Donc voilà, à cause de cette vision centrée sur une conception extrêmement étiquée et exclusive de l'humanisme occidental, qui d'ailleurs s'était bien étriqué depuis la Renaissance. Alors c'est pas seulement de l'anthropomorphisme, c'est de l'occidentalisme. Il y a eu tout ça, parce que nous nous sommes attribués l'arrogance de dire ce qu'est l'humanisme. Ça n'empêche pas qu'évidemment la culture occidentale a beaucoup contribué à cette pensée, à sa construction, mais nous en avons fait aussi un facteur d'exclusion qui a été travaillé par le colonialisme, le racisme, etc. Ben, tout ça, ça a influencé ma discipline. Tout ça, je vous le dis, vous voyez, ma discipline reçoit tout cela, bien évidemment. Et donc, il va falloir attendre 1959, exactement un siècle après que Darwin publie l'origine des espèces, au moyen de la sélection naturelle, 1959 donc, Louis Leakey découvre un australopithèque, parce qu'on avait des australopithèques déjà, en Afrique du Sud. Mais là, on est en Afrique de l'Est, en Tanzanie, à Olduvai, et là, il trouve, enfin, après 20 ans de recherche, des outils, il les avait. Mais celui qui les a fabriqués parce qu'il est à côté. Et là, c'est un choc, parce que c'est un australopithèque, et du genre robuste, avec des dents à faire frémir un dentiste. Donc ces gars-là, c'était mâche ou crève, si je peux me permettre. Ils avaient des mâchoires absolument énormes. C'était les descendants de Lucie, on le sait maintenant. Et du coup, comme le dira F. Coppens, ça a déclenché une grande vague de missions scientifiques que Yves appelle la ruée vers l'os.
Cette ruée vers l'os va donner la découverte de Lucie. Mais vous voyez, c'est quand même intéressant. C'est que tout ceci va être suscité par, en fait, un postulat qui n'avait jamais été réinterrogé, qui disait que l'homme, c'est l'outil. Sauf que c'est un australopithèque, donc on appelait ça la bombe de Levi. Mais il va y avoir autre chose, c'est qu'autour de Louis Leakey, il y en a un qui arrive à toute vitesse d'ailleurs du Tchad, c'est Yves Coppens, et tout ça, ça donnera la découverte de Lucie, je l'ai déjà dit. Et puis il y a 3 jeunes femmes qui sont là, Jane Goodall, Diane Fossey et Birutei Galdikas, qui vont être envoyées pour observer pour la première fois les grands singes. Car tout ce qu'on avait dit depuis plus de 100 ans en préhistoire avait été énoncé sur le propre de l'homme sans aucune connaissance et observation des grands singes. Et entre Charles Darwin et moi, oui, entre Charles Darwin et moi, aucun anthropologue n'a été voir ce que fabriquaient, c'est qu'à le dire, ces grands singes. Parce que nous étions installés sur des certitudes. Et ces certitudes excluaient les progrès de la connaissance. Voyez ? Donc, l'utilisation d'outils dans l'histoire de l'hominisation, ça commence pas avec l'homme, c'est avant. Mais déjà, l'hominisation est une interprétation de l'évolution. L'hominisation n'a rien à faire dans un discours scientifique. Par contre, il est intéressant dans le champ de ce que ça implique pour les débats de société et notre place dans la nature. Donc l'hominisation, alors d'ailleurs c'est tellement embêtant cette affaire-là, et Jacques Arnoux certainement reprendra cela, c'est qu'on a mis ça dans les programmes scolaires. Et moi j'ai tout fait pour l'enlever, parce que l'hominisation ça donne l'idée qu'il y a un processus sous-jacent qui est à l'œuvre, qui amène à l'aboutissement de l'homme. Pas du tout. Alors du coup, il a fallu employer un autre terme, humanisation. Et c'est exactement la question que vous me posez. C'est humanisation plutôt que... Bah oui, parce que l'humanisation, ça a été complètement dévoyé. Oui. L'humanisation, qui était une réflexion qui venait de Teilhard de Chardin, qui disait que dans l'histoire de la vie, une espèce prend conscience de son importance et de sa responsabilité dans l'histoire de la vie, on en a fait un processus biologique. C'était pas ça que disait Teilhard de Chardin. Donc du coup, il a fallu reforger un autre terme que celui d'humanisation. Alors à partir de là, quels sont ces critères? Vous les connaissez tous. C'est tous ceux qui ont été avancés pour le propre de l'homme. Et vous savez, nous les scientifiques, on est dressés comme des pitbulls. C'est vrai. Dès que vous nous donnez un critère, on va aller voir si ça se vérifie ailleurs. Donc dans les critères, il y a la bipédie, l'usage de la création. Alors marcher debout, ça vient d'où? C'est une grande image qui nous vient évidemment de l'échelle naturelle des espèces d'Aristote, qui fait sortir le singe de la forêt obscure et qui arrive dans la savane et qui se redresse. Alors ça, vous pouvez oublier. Mais donc comme quoi, mais ça fait pas longtemps. J'ai passé 30 ans à me bagarrer contre cela. Ça m'ennuie pas qu'il se redresse dans la savane, mais ça s'est pas passé comme ça, c'est tout. C'est une science très récente en fait. Mais c'est une science récente qui est depuis pas longtemps, dégager des préceptes qui ont été imposés par une tradition, non pas humaniste, mais anthropocentrique de la vision de l'homme par rapport à la nature. Donc on a tout confondu, l'espèce humaine avec l'anthropocentrisme et avec l'humanisme. Et en 1859, Darwin avait déjà dû faire évoluer les choses, parce que, je veux dire, lui, il parle d'évolution, alors qu'avant l'évolution, on était dans quoi? On était dans de la création. Et la création, c'était le monde a été créé. Alors, l'idée d'évolution dans les tuyaux depuis déjà le milieu du XVIIIe siècle, avec des gens comme Buffon, avec des gens comme Maupertuis, etc. Non, l'idée d'évolution, c'est que les espèces peuvent changer. Oui, c'est ça, voilà. Okay. Maintenant, l'autre question, c'est comment les espèces changent. Et ça, c'est une autre affaire. C'est des ruptures ou c'est linéaire? Non, c'est pas des ruptures linéaires, c'est des mécanismes. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est une loi qui dirige, qu'on appellera l'hominisation, qui a été dérivée, ou est-ce que ce sont des mécanismes avec des procédés d'essai-erreur selon la sélection naturelle? Et là, Darwin, ça passe toujours pas chez nous. D'ailleurs, de toute façon, même les professeurs ne comprennent pas Darwin parce que de toute façon, on leur a pas enseigné. Quasiment personne n'a lu Darwin. Parce que Darwin, justement, il va nous embarrasser. On y viendra tout à l'heure pour le transhumanisme, donc j'aborde pas de cette question-là. Oui. Donc la question de l'humain, donc c'est ça la question qui m'est posée. Du coup, elle a été bousculée à travers tout le champ de nos études. Et à commencer, ce qui m'intéressait depuis 25 ans, c'est d'où nous partons, nom d'une pipe. Parce qu'on disait l'homme descend du singe. Mais c'était la devise derrière, cacher ce singe que je ne saurais voir. Donc c'est facile d'avoir la vérité qu'on ne va pas vérifier ce qui se passe autour de vous. Et c'est quand même aberrant que la science ne l'ait pas fait. Et donc, aujourd'hui, tous les grands critères, et c'est ça qui était dangereux, et c'est ça qui était en fait une perversion même du discours philosophique et humaniste, d'attacher l'humain et les notions d'humanisme à un critère biologique. C'est quand même aberrant. Comme si la bipédie vous faisait humain, l'outil vous faisait humain.
l'empathie vous est humain, etc. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grands critères qui nous distinguent des chimpanzés. Les chimpanzés marchent debout, pas comme nous. Ils ont des cultures, pas les nôtres. Ils sont omnivores, ça comme nous. Comportement guerrier, ils se font la guerre, ils adoptent l'empathie, interdit sexuel, amour face à face, tabou de l'inceste. Politique, morale, éthique. Vous dites dans un de vos livres que le singe est un animal politique. Les chimpanzés. Les chimpanzés, oui, pardon. C'est pas le singe. Non, mais que les chimpanzés sont des hommes politiques comme les autres, en quelque sorte. Oui, 80% du comportement, vous savez, franchement, là, c'est un Donc même ça ne nous distingue pas. Non, ça ne nous distingue pas d'un point de vue absolu. On n'a plus de grands critères discrets. On peut dire c'est l'outil, et c'est là que le concept d'humain revient d'une manière détournée. Oui. Du coup, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'est-ce qu'une bipédie humaine? Et ça, je peux vous dire qu'une bipédie, c'est pas celle des chimpanzés. Qu'est-ce que des cultures humaines? Il y a le symbolique. Qu'est-ce que la société humaine? Il y a le discours. Qu'est-ce qu'une morale humaine? Il y a la notion d'éthique et de l'énoncé. Qu'est-ce que l'inceste? Oui, il n'y a pas d'inceste. Mais nous, c'est le tabou de l'inceste de toutes les choses. Donc, vous voyez, quand même, c'est curieux ce qui s'est passé. C'est un peu comme la courbe de Mobius. Pendant longtemps, on a attribué de l'humain en confondant les critères biologiques, et aujourd'hui, nous, les biologistes, on est obligés d'utiliser le critère d'humain pour le distinguer sur toutes ces fonctions qu'il partage avec nous. Oui, mais c'est peut-être parce que les scientifiques ont cherché désespérément de quelle manière l'être humain... Alors on n'est pas désespérés, nous, c'est les autres. Non, désespérément, ont cherché de manière volontariste cette épaisseur de feuilles de papier à cigarette qui pouvait différencier l'homme de l'humain. Mais je voudrais vous faire une remarque d'un philosophe, puisque les philosophes ont eu leur mot à dire quand même, et je vais vous en citer un, que vous connaissez sans doute, et qui, au milieu du XVIIIe, c'est 1750-1760, dit la chose suivante, et Jacques le connaît peut-être aussi: ce qui distingue l'être humain de l'animal, ce n'est pas la pensée, car il y a des animaux qui pensent, et bien entendu, nous sommes, je pense, tous d'accord sur le sujet. Oui. De manière plus ou moins évoluée, mais ça pense, c'est clair. Ce qui distingue l'homme de l'animal, ça n'est pas non plus l'affect, parce qu'il y a des animaux qui manifestent, qui aiment, qui n'aiment pas, etc., etc. Par conséquent, ni l'affect ni la pensée. Mais ce qui distingue l'homme de l'animal, dit Jean-Jacques Rousseau, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est la liberté. Et il sous-entend par là, il l'explicite sur une page de son œuvre, très rapidement, mais de manière très ferme: ce qui distingue l'être humain de l'animal, c'est que l'être humain est confronté à la liberté en permanence de choisir entre le bien et le mal. La question que je vous pose, est-ce que la proximité entre l'humain et l'animal va jusque-là? Et est-ce que les animaux, ça choisit aussi entre le bien et le mal parfois? Ça dépend lesquels, ça dépend les espèces, et tout ça, c'est très récent. Et je rappelle que Rousseau, et c'est Claude Lévi-Strauss qui l'évoque dans l'Anthropologie structurale 2, 1973, que Jean-Jacques Rousseau avait inclus les chimpanzés, les orang-outans, dont on ignorait bien les comportements à l'époque, dans le genre humain. Rousseau fait un acte d'ouverture humaniste en disant qu'on ne connaît pas les mœurs et les comportements de ces grands singes, et il l'inscrit dans la sphère de l'humain. Et donc, quand vous employez le langage, cher Alain, entre l'homme et l'animal, quand Rousseau dit ça, il a la casquette du philosophe. Or, l'animal, je vous l'ai dit, n'a aucune définition en termes scientifiques. Il n'y en a aucune. Négative seulement. Non, même pas. Même pas. L'animal, pour nous, c'est tout ce qui bouge. Alors, c'est des dizaines de millions d'espèces depuis 2 milliards d'années. Donc, le critère d'animal qu'on a, nous ne sert strictement à rien dans ces discussions. Par contre, l'animal, c'est un concept ontologique qui nous vient de la philosophie et repris par la théologie. C'est-à-dire, l'homme est toujours en danger de devenir une bête s'il ne respecte pas les règles de ce que doit être un humain. Mais l'animal, justement, ce n'est pas les animaux. Nous, on parle d'animaux. Donc, vous voyez la confusion dans laquelle nous sommes, c'est parce qu'on travaille des concepts qui ne sont pas du tout de même origine, de même contexte et de même domaine de la pensée. La notion d'animal, ça vient de la tradition du monde occidental qui distingue le corps et l'âme, et l'animal n'est pas une entité en soi, c'est là où l'homme ne doit pas déchoir. Mais ça n'a rien à voir avec les chimpanzés et les autres espèces. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que chez les chimpanzés, il y a des notions d'éthique, de bien, de mal, d'empathie. On pleure, il y a des peines, et ça on le connaît depuis peu, mais on pense que c'est pas près chez toutes les espèces qui ont de très longues espérances de vie, parce que
On appartient à un groupe d'espèces assez particulier, qu'on appelle les espèces K. Bon, c'est des coefficients d'équation, je ne vous embête pas avec ça. Mais des espèces chez lesquelles les femelles mettent un seul petit au monde, un seul petit tous les 4 ou 5 ans, avec une espérance de vie de 50 à 100 ans. C'est les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les éléphants, etc. Toutes ces espèces ont conscience de soi, conscience de l'autre, conscience du groupe. On ne peut pas vivre 50 ans dans une société si on n'a pas de règles et si on n'apprend pas et si on n'a pas des traditions et des cultures. Bon. Et donc on parle de tradition culture. Donc, voyez, donc du coup maintenant, ce qui devient intéressant dans cette question, c'est que justement Darwin, vous avez cité Darwin tout à l'heure, oui. En 1871, ça c'est le grand livre qu'il faut que vous lisiez quand même, hein, parce que quasiment personne ne l'a lu. Darwin, il écrit ce livre en 1871 pour justement condamner ce qu'il voit arriver et ce qui va persévérer quasiment pendant un siècle, même à l'UNESCO. L'idée que seul l'Occident est porteur de l'humanisme. Et Lévi-Strauss le dira. Il nous faut aujourd'hui un troisième humanisme, celui qui tient compte de l'ethnologie, et moi j'insiste, qui tient compte de notre évolution. Alors ça c'est mon ambition, pardonnez-moi. Donc, mais voyez, mais même là, ça s'était complètement rétréci. Et dans cette affaire, Darwin voit arriver, avec le colonialisme, le racisme pseudo-scientifique, etc., hein, il voit arriver tout cela. Donc il écrit un livre qui est La filiation de l'homme en relation avec la... Il voit arriver l'eugénisme aussi. Hein. Ben, c'est son cousin Galton qui inventera le terme. Galton, oui, Galton, il voit arriver le darwinisme social, mais ça c'est pas lui. Ouais. Il le combattra. Parce que je rappelle que la famille Darwin, ça c'est pas connu en France, ce sont eux qui combattent l'esclavagisme et qui font d'ailleurs abolir l'esclavagisme dans l'Empire anglais en 1833, 15 ans avant chez nous. Et c'est eux, mesdames, c'est chez les Darwin que pour la première fois, il y a des textes pour que les jeunes femmes aillent à l'université et soient éduquées comme les garçons. Okay. Merci Darwin. Alors écoutez pas tous ces imbéciles qui vous racontent des choses dans nos bonnes maisons d'addition de Saint-Germain-des-Prés, qui n'ont rien compris à Darwin et qui ne l'ont pas lu. Donc, la chose étant, derrière cela, Darwin, dans son voyage, il décrit 2 scènes, et je terminerai là, oui, qui marquent bien la différence entre l'humain et l'homme en tant qu'espèce. Alors cette différence, c'est que l'homme peut déchoir et devenir un animal. Et Darwin le dit. Être humain, c'est un travail constant. C'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je vous donne 2 exemples. Lors d'un voyage précédent, le capitaine Fitzroy, qui commandait le fameux Beagle, le bateau qui a circulé pendant 5 ans, avait embarqué 4 jeunes Phrygiens, donc des habitants de la Terre de Feu, des Ona qui ont disparu aujourd'hui. C'était volontaire, hein, ils acceptaient de venir. Donc ils vont à la cour d'Angleterre, ils sont éduqués, ils apprennent l'anglais et ils font très bel effet. Et pour Darwin, ça montre bien que pour lui, quelle que soit la population humaine sur cette terre, elle peut avoir le même degré d'éducation et d'humanité. Donc il repartira avec... Il n'y en aura plus que 3 parce que l'une d'entre elles sera morte à cause du climat anglais. Déjà, le climat de la Terre de Feu, c'est terrible. Alors, l'Angleterre, c'est vous dire. Donc, ils repartent et il a des discussions. Il les appelle les gentlemen. Et Darwin, il parle de 2 personnages dans son autobiographie de gentlemen. Le premier, quand il était étudiant, qui était un noir affranchi. Et le deuxième est un officier noir, on le sait qu'à la fin, qu'il rencontre dans la Pampa argentine. Et pour lui, être humain, être un gentleman, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une question d'ethnie. Et dans le même épisode, il repasse dans la Terre de Feu, et là, les 3 jeunes qu'ils avaient laissés sont des conditions absolument dégradées et dégradantes, parce que les conditions de vie sont telles, et c'est là que Darwin comprend que si l'environnement est miséreux, contraignant, oui, vous pouvez perdre une partie de votre humanité, contre même votre volonté. Vous n'arrivez pas à la construire éventuellement. Et voilà, c'est ça, parce qu'il y a la faim, il y a les tensions. Et il y a un moment, il passe là, et il recueille des marins, des blancs, qui s'étaient mutinés sur un baleinier. Oui, je vois à peu près ce que ça va donner. Et là, Darwin est parfaitement choqué en tant que gentleman. Comment peut-on se révolter face aux règles qui sont celles de la navigation. Ouais. Et là, il vous fait une description de ces hommes ce sont devenus des bêtes. Il ne le dit pas comme cela, parce qu'il est un peu mieux éduqué. C'est un peu disqualifiant de dire que ce sont devenus des animaux, alors qu'on s'est évertué à faire en sorte qu'entre les êtres humains et les animaux, il n'y ait pas tant de différence. Non, c'est pas animaux. Il passe son temps à tout confondre. Hein. Oui. C'est pas les animaux, c'est l'homme et l'animal. C'est-à-dire qu'ils se sont animalisés, ce ne sont pas des animaux. Mais donc ce n'est pas du tout les mêmes critères. Donc, vous voyez, c'est ça. Et donc, pour terminer, effectivement, avec Yves Coppens, notamment, et l'école française, nous sommes toujours stupéfaits de constater
que lorsqu'on parle des autres espèces actuelles qui sont proches de nous, comme les chimpanzés, ça c'est plutôt moi, et bien je suis pas seul évidemment, hein, mais lorsqu'on évoque aussi les hommes de Néandertal, qui étaient quand même nos frères d'évolution, on a un ancêtre commun qui date de 500 000 ans, il y a toujours un travail de déconstruction chez les anthropologues, notamment anglo-saxons, mais pas tous bien sûr, hein, mais c'est une plus grande tendance, comme quand à l'époque on regardait les films de John Wayne, les cow-boys et les Indiens, vous voyez, et Néandertal forcément on le dégrade. Alors l'épilogue est quand même très beau, grâce à la génétique, c'est que jusqu'à présent on représentait une rencontre entre Néandertal et Cro-Magnon. Cro-Magnon, c'est vous et moi, il est blond, il est arien, vous voyez. Et Néandertal, il est petit, vous savez, dans le film de John Wayne, vous savez, le petit Mexicain graisseux, on sait que ça va être un têtre, un flou, vous voyez, tout ça, mais cet imaginaire se retrouve aussi en science, malheureusement. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, avec la génétique, Néandertal était blond, aux yeux bleus, et nous avions la peau noire. Et c'est ça pouvait nous faire réfléchir à notre humanité et à ce que être humain, je crois que déjà la paléanthropologie avec les grands singes et la préhistoire nous amène à bien comprendre que être humain, c'est pas un fait de nature, c'est toujours une construction de nous-mêmes par rapport aux autres. Merci Pascal Pic.